Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. On va aujourd'hui faire un peu d'histoire parce que finalement j'ai récemment lu des choses sur la potabilité de l'eau qui m'ont amené à avoir cette réflexion de me dire finalement nous sommes des gens nantis puisqu'au XXe siècle bien sûr tout le monde a de l'eau potable et on verra que tout à l'heure l'eau potable a une définition quelque peu curieuse, mais en tout cas on a de l'eau qui ne nous rend pas malade. Ce qui veut simplement dire qu'en fin de compte on a un petit peu oublié que pendant toute l'histoire de l'humanité, l'eau en fin de compte a été souvent quelque chose d'extrêmement dangereux pour la santé. À la fois on le sait, c'est un élément qui nous fait vivre mais également qui peut nous faire mourir. Et donc je vais juste faire rapidement avec vous un petit tour de questions de comment on peut parler de la potabilité de l'eau aujourd'hui au regard de ce qui se passe depuis la nuit des temps. Alors vous le savez, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut voir. Juste là pour simplement avec vous réfléchir à des solutions pour mieux vous hydrater. Et également, vous le savez, je produis par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Pour démarrer cette capsule, je vais vous donner des chiffres sur la potabilité de l'eau en France pour vous rendre compte que finalement, eh bien, il y a très peu de temps que l'eau est véritablement potable en France, en tout cas qu'elle est potable dans tous les foyers français. En 1930, 23% au robinet était de l'eau potable. En 1945, 70%. Et vous voyez, il a fallu attendre fin 1980, et ça c'est les chiffres que j'ai trouvés sur les sites du gouvernement français et de l'eau en général, fin 1980 pour que la totalité du pays soit, vous voyez, donc alimentée en eau potable. Donc je vous laisse quand même imaginer que d'une manière un peu générale, depuis environ 1850, on commence à avoir un peu partout la capacité, la compréhension de savoir comment on peut potabiliser de l'eau. Et je vais vous montrer tout de suite que finalement, depuis la nuit des temps, eh bien, en fin de compte, l'humanité a eu malheureusement à faire ce choix entre boire de l'eau ou autre chose, parce que souvent, l'eau, même si on le savait depuis la nuit des temps, était un élixir de vie, mais on sait aussi que potentiellement l'eau eh bien, génère des microbes et donc bien sûr, par ce biais-là, peut tuer énormément de gens. Alors lorsque j'ai pris le temps de me documenter finalement sur le sujet de l'eau en général depuis la nuit des temps, je suis remonté, vous voyez, de l'époque des Sumériens, donc bien avant Jésus-Christ, des Babyloniens, des Égyptiens, des Grecs, des Gaulois, des Romains, des Celtes, le Moyen-Âge, la Renaissance, pour finalement découvrir un point commun pratiquement à toutes ces époques, c'est que depuis la nuit des temps, l'eau effectivement est quelque chose de très peu consommé. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle est dangereuse. On sait que notamment lorsqu'on la boit, bien, potentiellement elle va tuer des gens. Et c'est parce qu'on se rend compte que finalement elle tue des gens qu'on arrête de la boire. Et c'est pour cette raison, vous voyez que d'ailleurs, bien d'une manière générale, on va consommer de l'alcool. Et je pense notamment à l'époque babylonienne où on découvre qu'avec l'orge, on va faire de la bière. On a dit que c'était la plus vieille boisson du monde. Et effectivement, on va voir que cette bière, on va la retrouver pratiquement jusque dans les âges les plus récents, même à l'heure d'aujourd'hui. Vous savez que la bière est aujourd'hui très consommée et on comprend qu'elle a un héritage ancien. Alors une aparté juste sur l'époque romaine pour vous dire que les Romains sont peut-être dans les civilisations, les anciennes civilisations peut-être les plus avancées en termes de connaissance de l'eau, puisque vous voyez, ils avaient connaissance notamment qu'il y a différentes qualités d'eau. Ils avaient bien sûr différencié les eaux de pluie, les eaux de neige, de sources, de rivières, ils les avaient classifiées. Et ils savaient par exemple que les médecins romains d'ailleurs savaient qu'on ne mélangeait pas les eaux sales et les eaux pures. Donc lorsque par exemple on allait se laver, ces eaux bien sûr on ne les utilisait pas. Donc ils avaient vraiment bien compris que notamment l'eau était importante, et d'ailleurs ils avaient souvent mis dans ces eaux, ils l'avaient inclus dans des boissons fermentées, parce qu'ils savaient que notamment dès l'instant où il y avait de l'alcool, l'eau allait avoir un caractère beaucoup moins nocif. Donc c'est pour cette raison que l'alcool était massivement consommé, parce que encore une fois, il était considéré comme un désinfectant. Contrairement peut-être aux civilisations beaucoup plus récentes, les Romains, eux, ne boivent pas la bière car ils la considèrent comme un alcool inférieur en termes de qualité, et considèrent plutôt que le vin est un alcool beaucoup plus noble, parce qu'ils considèrent que par exemple dans la bière il y a des levures et que ces levures sont potentiellement porteuses de bactéries, donc ils considèrent que le vin lui reste quelque chose de beaucoup plus sûr. Boire de l'eau était très hasardeux, ce qui explique que vous voyez finalement aujourd'hui la potabilité de l'eau soit quelque chose d'assez récent, puisqu'il a fallu à l'humanité attendre 1850 pour comprendre qu'en fin de compte comment vous pouvez potabiliser l'eau, et surtout comprendre quels étaient les mécanismes qui faisaient que notamment l'eau pouvait être littéralement un poison. Alors pour parler du Moyen-Âge et de la Renaissance, parce que là c'est assez intéressant déjà de se rendre compte que c'est à cette époque-là notamment qu'en France va se développer tous les vignobles. Le vignoble français va véritablement se développer au Moyen-Âge parce qu'encore une fois, le vin était extrêmement répandu, il était bien sûr réservé à l'élite, aux classes sociales les plus prestigieuses. Et bien sûr, souvent ce qui se passait, c'est que les gens dans les campagnes, les paysans, eux buvaient notamment des boissons, je pense notamment pour les Gaulois, de l'hydromel, ou des boissons beaucoup moins
chères à produire comme des bières de mauvaise qualité. Mais sachez qu'on dit qu'à l'époque, notamment à l'époque du Moyen-Âge, on consommait environ 3 litres par personne de vin, donc c'était énorme. Sauf que vous voyez, on avait bien sûr à l'époque des vins avec des titrages beaucoup moins importants, donc des vins qui bien sûr étaient beaucoup moins chargés en alcool qu'aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui on a des vins qui tournent à 14 degrés. À l'époque, vous savez, c'était ce qu'on appelle vulgairement de la piquette. Hein. Si d'ailleurs il y a des gens qui connaissent, il y a encore existe aujourd'hui des vieux cépages qu'on appelle du Bacco ou du Clinton par exemple, qui sont vraiment des vignes qui donnent des titrages en alcool très très bas. Et donc c'est un petit peu ce qu'on buvait au Moyen-Âge, donc une qualité de vin vraiment très très basse. Et on buvait également, comme je vous l'ai dit, que le vin avait été découvert comme quelque chose qui était bien sûr alcoolisé, donc qui pouvait être un désinfectant. On a inventé une boisson qui s'appelait l'hypocrase, qui était inspirée d'Hippocrate, le père de la médecine moderne, et qui en fin de compte était fait à base de miel, d'épices, d'herbes aromatiques, qui avait été d'ailleurs ramené par le biais des croisades d'Orient. Et on avait confectionné avec ça une boisson qui permettait d'avoir des vertus médicinales. Et c'est pour cette raison, vous voyez d'ailleurs qu'on avait privilégié le vin, parce qu'on savait que le vin et l'alcool étaient souvent des désinfectants. Il faut attendre en fin de compte aux alentours des années 1750-1780 pour qu'il y ait un fait marquant dans l'histoire de l'eau, parce qu'on a un médecin et un pharmacien allemand qui s'appelle Friedrich Struve et le premier à découvrir, à mettre au point la première eau minérale artificielle. Simplement en étudiant les caractéristiques de l'eau, il découvre que les eaux sont chargées en minéraux, et très rapidement il détermine qu'en fonction de ses qualités minérales, eh bien, ces eaux sont en capacité de pouvoir justement traiter certaines pathologies. Et il commence, grâce à ces découvertes, à influencer toute l'Europe, puisque jusqu'en France, on va à Vichy commencer à expérimenter les eaux alcalines, notamment pour les problématiques d'acidité gastrique. C'est également un des premiers à évoquer la notion d'énergie dans l'eau en observant simplement les animaux. Et il est un des premiers à parler donc d'eau et de vitalité. Ces espaces, tous ces termes vont aller bien sûr jusqu'à Saint-Pétersbourg en Russie, parce que la Russie est également un pays qui a été très impliqué dans la recherche sur l'eau. On va en parler dans quelques instants. Mais donc vous voyez qu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, on commence réellement à découvrir quelles sont les eaux bénéfiques pour les êtres humains. Donc ce monsieur véritablement met au point une eau minérale, donc de synthèse d'une certaine manière. À l'époque, on découvre que par exemple que les embouteillages en céramique, donc en fait qui sont des argiles cuites, eh bien on n'a pas d'agents pathogènes, et on a notamment de la chaleur infrarouge qui est dégagée via ces céramiques, et que ça crée notamment une structure particulière de l'eau. Donc vous voyez, cette remarque est particulièrement intéressante parce qu'elle nous démontre, vous voyez, qu'encore une fois, le contenant dans lequel vous allez mettre une eau, eh bien, est crucial, et qu'aujourd'hui, évidemment, mettre de l'eau dans du plastique est véritablement un crime pour notamment sa structure et sa qualité. Alors un autre éminent personnage d'après la Révolution française, qui est Lavoisier, Antoine de Lavoisier, qui découvre en fin de compte que l'eau n'est pas un élément classique H2 et O2, parce qu'en fin de compte il explique que ce sont ces deux éléments qui la forment, et c'est celui d'ailleurs qui va inspirer la pile, puisque vous savez qu'une pile c'est une solution saline d'eau qui va créer donc de l'électricité et qui va inspirer donc Volta. Et donc en combinant H2 et O2, on obtient donc en fait dans la même proportion, Lavoisier démontre qu'on obtient de l'eau. Donc il démontre à cette époque, pour la première fois, que l'eau est un élément qui n'est pas anodin du tout, qui est susceptible d'avoir des propriétés très intéressantes. Et c'est ce qui va ensuite inspirer au XVIIIe siècle beaucoup de travaux, également sur le début du XIXe. Autre personnage très intéressant, donc, qui lui, en 1802, qui s'appelle Vassili Petrov, et bien ce monsieur, en fin de compte, c'est lui qui découvre les arcs électriques via un petit peu sur le système de Volta, qui a découvert la pile. Donc il faut savoir que ce monsieur, c'est quand même quelqu'un qui faisait partie de l'Académie de médecine et de chirurgie de Saint-Pétersbourg, qui est le premier scientifique mondial à révéler les phénomènes physiques liés à l'électricité, et ensuite bien sûr qui va être appliqué avec de l'eau. Donc en fin de compte, on voit que tous ces éléments sont les prémices à vraiment étudier l'eau et à comprendre que l'eau, on va finalement comprendre comment elle fonctionne, qu'elle a des vertus bien sûr sur notre santé, et ensuite amener bien sûr dans l'ère contemporaine tous les travaux qu'on a connus, notamment sur comment on peut encore améliorer l'eau, comment on peut trouver des eaux de qualité. Alexandre Natterer, qui en 1930 est un des précurseurs de l'eau électrolytique, puisqu'il découvre que notamment via un système d'électrolyse en Allemagne, eh bien qu'on peut traiter les maladies métaboliques. Il y a beaucoup de documentation, je vous ferai sans doute une capsule peut-être sur ce sujet à un autre moment, mais sachez que j'ai trouvé beaucoup de documentation sur cette époque. Donc les Allemands, vous voyez, eux aussi ont été des précurseurs en la matière, et on pense que les Japonais, via les études qu'ont fait les Russes et via les études notamment allemandes, eh bien, ce sont eux dans les années 50 qui ont commencé à élaborer le premier ioniseur d'eau domestique par un monsieur qui s'appelle Yoshimi Saro, qui est donc le premier en 1966 à élaborer
le premier ioniseur domestique et qui finalement fait que dans les années 90, on va finalement découvrir que eh bien, ces ioniseurs qui ont été bien sûr élaborés depuis sont capables d'augmenter le pH de l'eau et surtout d'avoir de l'eau qui va dissoudre de l'hydrogène et en faire un puissant antioxydant. Alors pour conclure, faire une conclusion rapide de cette capsule, vous voyez que l'humanité a mis pratiquement des milliers d'années avant d'atteindre 1850 pour qu'on commence finalement à apprivoiser l'eau, à comprendre quelles en étaient ses propriétés, comment elle était minéralisée en l'observant dans la nature, via notamment ce pharmacien et chimiste allemand dont je vous ai parlé tout à l'heure, Friedrich Struve. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est finalement de se dire qu'on comprend mieux pourquoi aujourd'hui, eh bien, on n'a absolument pas conscience que la potabilité de l'eau est quelque chose de récent et pourquoi finalement toutes ces civilisations ne buvaient pas d'eau et pourquoi à notre époque il est extrêmement aussi difficile de ramener la population dans l'idée qu'aujourd'hui boire de l'eau est important, avec le paradoxe qu'a créé le monde moderne et l'ère contemporaine, où malheureusement avec toutes les connaissances que nous avons eues, eh bien, nous avons malheureusement littéralement abîmé toutes nos sources d'eau par le biais de la chimie, par le biais de tous les produits qui nous entourent. Et donc là nous sommes rendus dans un autre paradoxe qui est celui maintenant de pouvoir recréer des eaux qui vont à la fois potabiliser mais surtout éviter le fait qu'elles soient nocives pour notre santé. Voilà, j'espère que cette capsule rapide vous aura intéressé. C'était vraiment de la synthèse. Je vous recommanderais de vous documenter. Et je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer les tampons alcalins. En deuxième lieu, c'est une eau antioxydante, riche en hydrogène moléculaire, puissant piégeur de radicaux libres qui va lutter contre le vieillissement cellulaire également de votre peau. Et la troisième, une eau microstructurée hexagonale qui est véritablement l'eau dont votre corps a besoin pour être hydraté correctement et surtout se nettoyer de ses déchets cellulaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.